Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui touche, ou en tout cas m'a touchée personnellement, et me concerne professionnellement puisque j'accompagne des patients qui sont touchés par ces problématiques, qui sont les troubles du comportement alimentaire. Et je vais essayer d'en parler un petit peu autrement que ce dont on a l'habitude d'entendre sur le sujet. Pas sous l'angle nutritionnel, parce que je ne suis pas nutritionniste, pas sous l'angle statistique non plus, mais vraiment avec le regard thérapeutique, psychothérapeutique. Et aussi avec le regard de moi, humaine, qui a déjà aussi connu ça de l'intérieur, puisqu'effectivement les TCA, ça me connaît. J'ai effectivement dû dealer avec ces problématiques-là pendant de nombreuses années. Dans mon parcours, il y a d'abord eu une tendance anorexique. Et puis, en fait, cette tendance anorexique, elle s'est progressivement cristallisée en crise hyperphagique. Donc la différence entre hyperphagie et boulimie, c'est que souvent la boulimie est accompagnée de vomissements alors que l'hyperphagie, non. En réalité, c'est plus complexe, mais pour donner des repères, on va dire, généraux, on peut partir de ce principe-là. Donc, bien évidemment, qui dit faire des crises hyperphagiques et ne pas vomir derrière, il y a une prise de poids qui est assez importante. Mais au-delà de la prise de poids, c'était vraiment le comportement, en fait, qui était aussi problématique. Et je n'en sortais pas. J'étais prise dans une boucle un peu infernale, un cercle vicieux. Je me débattais, j'essayais de rationaliser, j'essayais de contrôler, et puis je recraquais. Ça durait pas forcément très longtemps parce que les crises hyperphagiques ou tout ce qui est crise du comportement alimentaire, ça se fait souvent parce qu'il y a un mécanisme de dissociation, mais ça on en parlera. Donc personnellement, j'ai fait 6 ans de suivi avec une diététicienne qui était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, en parallèle que de poursuivre ma propre thérapie, psychothérapie. Et aujourd'hui, depuis environ 5-6 ans, je peux vraiment affirmer que je suis sortie de ces spirales-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément en lien avec les problématiques de poids, en fait, au niveau kilo, au niveau balance, mais le comportement a réellement changé. Donc les deux choses sont à distinguer et des fois on colle trop ces deux sujets, et d'ailleurs les patients collent aussi beaucoup à la balance notamment. Et j'avais envie de parler de ce sujet-là cette semaine, y compris dans mes réseaux sociaux. Là, c'est l'épisode qui termine la thématique sur les TCA. Bien évidemment, en une seule semaine, on n'a pas le temps de tout dire de manière exhaustive, mais à travers ce parcours-là que moi j'ai aussi vécu de l'intérieur, j'ai pu apprendre plein de choses sur le sujet, j'ai pu bien évidemment apprendre à me connaître, à me respecter, etc. Mais je voulais partager ce que j'ai pu y découvrir aussi et qui me sert beaucoup dans mes accompagnements pro. Bien évidemment, je ne me suis pas contentée de mon expérience personnelle pour accompagner avec justesse mes patients. Je suis allée me nourrir aussi de perspectives plus générales sur les troubles du comportement alimentaire pour éviter de projeter déjà avec mes patients qui seraient aussi dans ces problématiques-là, et puis élargir de manière générale l'approche thérapeutique, la compétence réflexive aussi autour de ça, ce qu'on peut en penser, ce qu'on peut en faire. Progressivement, j'ai pu aussi développer, je pense, un regard, une forme de sensibilité et quelque part, on pourrait même dire une approche plus singulière que ce qu'on peut voir dans certains livres théoriques. Tout ça, je l'ai mis au service des patients que j'accompagne dans ces problématiques-là. Et on va essayer de faire un petit peu le détail de ce que j'ai pu découvrir sur mon chemin pro et perso. Le premier point qui a vraiment changé ma compréhension dans les TCA, c'est de les voir comme un fonctionnement addictif. Donc on parle souvent du lien avec l'alimentation, avec le poids, le corps, mais en réalité, l'addiction, elle est rarement aux produits. Il peut y avoir des produits qui ont des potentiels addictifs physiques plus élevés que d'autres, bien évidemment, mais dans la thérapie des problématiques addictives, on va vraiment avoir besoin de se focaliser davantage sur la relation au produit. C'est quoi la relation que la personne entretient avec le produit, et pas qu'est-ce que le produit est, qu'est-ce que le produit génère comme conséquence sur le patient par exemple. Et ça change vraiment tout. On pourrait presque enlever la nourriture, parler d'alcool, de travail, de sport, de contrôle en général, peu importe. Ce qui compte, ça va être la relation au produit. Et cette relation, elle est souvent ambivalente parce que d'un côté, on veut arrêter, de l'autre, on peut pas, on n'y arrive pas. Et il peut même y avoir des bénéfices secondaires à rester dans
cette logique addictive. Et ces personnes-là peuvent vraiment se sentir piégées dans cette relation à l'objet de l'addiction, donc là ici c'est l'alimentation, parce que c'est aussi là-dedans qu'on cherche et qu'on trouve une forme d'apaisement. C'est souvent une illusion d'apaisement, mais c'est quand même une forme d'apaisement. Ce qui veut dire que l'enjeu thérapeutique, c'est pas seulement mieux manger, réguler ses troubles du comportement alimentaire, retirer les tocs alimentaires, etc. Ah oui, parce que je l'ai pas précisé, mais j'ai aussi eu des tocs alimentaires. Mais vraiment, pour revenir sur cet enjeu thérapeutique, pour moi, c'est de transformer la relation qu'on a avec l'objet de l'addiction. Et ici, on considère que c'est l'alimentation dans les TCA. Comprendre pourquoi, comment elle s'est construite comme ça, à quoi c'est venu répondre, quels sont les besoins sous-jacents qui passent par cette logique-là, d'où le deuxième axe que j'avais envie de partager, qui est dans la continuité de ce que j'ai déjà partagé dans les posts sur les réseaux sociaux, donc tu peux aller voir si tu as envie, sur le compte Le Jardin du Psy. Mais c'est la question du corps, parce que le corps, bien évidemment, on en parle beaucoup dans les TCA. Mais dans les histoires de vie des personnes qui sont aux prises avec des troubles du comportement alimentaire, le corps, on se rend compte qu'il a souvent été instrumentalisé, nié, jugé, commenté, raillé, même parfois maltraité. Il a été souvent parlé à la place du patient, à la place de la personne. Alors vraiment reprendre possession de soi, c'est pas juste apprendre à manger autrement, mais c'est aussi reprendre la parole sur soi, mais c'est aussi revenir habiter dans son corps, redevenir sujet dans un espace où on a souvent été objet, où on a été poussé, en tout cas à ce rôle. Et là, on peut avoir besoin de mettre au travail plusieurs choses qui peuvent expliquer tout ce parcours-là, tous ces vécus-là. Il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir des loyautés familiales plus ou moins conscientisées, plus ou moins travaillées. Il peut y avoir des croyances limitantes, plus ou moins tenaces. Il peut y avoir bien sûr aussi des enjeux d'attachement avec les modalités d'attachement, etc. Et ça, c'est un vrai travail de fond, c'est un vrai travail de fourmi, et ça se fait de manière très bien dans un espace de psychothérapie. Donc c'est ce qu'on peut appeler un espèce de travail de libération, de réparation, tout ça pour amener plus d'alignement, d'intégration, de libre arbitre, et du coup à terme de rayonnance, on pourrait dire, pour que la personne puisse retrouver en fait cette lumière d'être. Dernier point fondamental aussi que je veux vraiment mettre en avant cette semaine, c'est la rééducation. Le mot rééducation. On parle souvent de rééquilibrage alimentaire, parfois pour pas dire régime. Je vais, moi, parler de rééducation, mais non pas de rééducation alimentaire pour savoir comment manger. Encore une fois, je pense que vous aurez compris le fil rouge. Mais là, ça va être une rééducation en lien avec l'alimentation, bien sûr, mais qui va concerner plus le plaisir. Et ça, on l'oublie trop souvent. On le met de côté. Manger, c'est pas juste ingérer des calories, remplir un estomac par nécessité. C'est aussi, ou en tout cas ça gagnerait à être le fait de goûter, d'aimer, de détester, de découvrir. C'est apprendre à se reconnecter à ces sensations pour avoir accès à tout ça. Et ça demande souvent, en sous-jacent, d'aller travailler la dissociation, les mécanismes potentiels de dissociation. Parce que quand on ne sent plus, quand on n'est plus connecté à nos sensations, à notre sensorialité, on perd aussi l'accès à ce plaisir-là qui permet d'amener aussi une sensation de satiété bien plus rapidement. C'est très lié. La satiété, c'est pas juste combien t'as mangé et finalement est-ce que ça suffit. Et finalement, cette dissociation dans la crise alimentaire, elle vient vraiment parler d'une déconnexion. Le corps, il est plus vraiment là. Alors qu'il prend toute la place le reste du temps, mais pendant la crise, il est plus là. La tête est ailleurs, le lien entre la tête et le corps est rompu. Donc vraiment, retrouver le plaisir, c'est aussi retrouver la présence. C'est aussi retrouver l'incarnation, la pleine possession de notre être. Et ça peut passer par de toutes petites choses au début. Ça peut passer par des moments simples, des moments rapides de connexion comme ça. On peut proposer d'ailleurs de la méditation un peu en pleine conscience pendant qu'on mange, par exemple, pour retrouver des saveurs, des textures, mais aussi des souvenirs si on a bien taffé le côté y a-t-il des traumas ou pas, pour pas se retraumatiser si jamais il y a des choses qui remontent. Alors si toi aussi tu accompagnes des patients concernés par les troubles du comportement alimentaire, j'avais envie de rappeler les axes
à garder en tête, que tu peux retrouver sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook, LinkedIn également, pour vraiment garder en tête un peu des axes thérapeutiques à aller checker avec ton patient. Ça veut pas dire que tout ce que je vais dire va forcément être vrai pour tout le monde, mais c'est des choses qui peuvent être bons à explorer, et c'est typiquement des choses que tu pourrais entendre d'ailleurs en supervision si tu parlais de ce genre de cas de figure. Donc typiquement, tu pourrais utiliser les repères de la clinique des addictions. Donc on en a parlé un petit peu dans ce podcast, je t'invite à aller plus loin là-dedans si tu as envie. Tu pourrais questionner la fonction du symptôme et non pas juste l'histoire du symptôme en mode anamnestique, mais aussi vraiment le sens finalement de ce symptôme-là. Tu pourrais travailler le rapport au corps, bien évidemment, au genre, à l'image de soi, aux polarités féminines, masculines, à l'esthétisme, au positionnement dans le monde, à la place qu'on prend. Tu peux revenir aussi au modèle interne-opérant de Bowlby, donc pour avoir un peu une cartographie de la représentation de soi, de l'autre et du monde. Tu peux évaluer les modalités d'attachement pour essayer de voir où se trouvent des insécurités qui sont potentiellement en jeu dans ces troubles du comportement alimentaire. N'oublie pas d'aller aussi checker les loyautés familiales parce que c'est souvent le cas dans les TCA que ces enjeux de loyauté familiale ne sont pas assez travaillés. Je pourrais faire tout un thème ou voire même carrément toute une formation là-dessus, tellement il y aurait des choses à dire, mais voilà, ça peut être aussi quelque chose à aller vraiment checker dans ces accompagnements-là. Bien évidemment, essaye d'identifier avec ton patient les croyances limitantes qui sont opérantes, parce qu'il y en a toujours dans les TCA, il y en a à peu près partout, des croyances limitantes, mais vraiment ce serait dommage de les louper. Avant-dernier point, tu peux aussi mettre en mouvement le travail autour du rapport au plaisir, mais aussi à l'oisiveté, à la douceur, parce qu'en général, il y a beaucoup de violence qu'on se fait vivre à soi-même, mais qu'on peut aussi avoir vécu et du coup internalisé dans ces histoires de troubles du comportement alimentaire. Donc, vois aussi ce que ça donne d'aller travailler de ce côté-là. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, travaille bien la dissociation pour plus de présence, pour plus d'ancrage, pour plus d'intégration de ce qui se passe au moment où ça se passe. Et si tu as besoin d'aide pour travailler notamment la dissociation, tu peux retrouver la formation qui traite de ça, qui s'appelle Accompagner le trauma et la dissociation, puisque ça va parler de trauma, mais on parle aussi beaucoup de dissociation là-dedans, puisque c'est quand même très lié. Et puis s'il y a du trauma dans l'histoire de ton patient aux prises avec des TCA, ma foi, ça fera un petit peu double usage. Si tu es intéressé pour avoir plus d'éléments sur la clinique des addictions, n'hésite pas, je ne peux que te conseiller d'aller t'inscrire à la newsletter parce qu'une formation sur les TCA et les addictions sont prévues, mais elle n'est pas encore disponible. Et si tu t'inscris à la newsletter, tu seras prévenu dans les premiers. Tu peux sélectionner le sujet formation en ligne quand tu t'inscris à la newsletter, comme ça tu as que les informations qui concernent les formations. De toute manière, je ne spamme pas, j'envoie assez peu de mails, donc tu ne seras pas submergé. Mais si tu as envie d'être prévenu un peu en premier, tu pourras. Et souvent, les gens qui sont dans la liste de mails, je leur propose des avantages, soit parce qu'ils sont les premiers à le savoir avant même que ça sorte publiquement, soit parce qu'ils ont des avantages de petites réductions, voilà, de choses comme ça. Donc si tu as envie, n'hésite pas à t'inscrire aussi à cette newsletter. Et puis si tu as aussi besoin d'avoir plus d'éléments pour travailler les croyances limitantes, notamment, tu peux déjà t'orienter vers une autre formation qui s'appelle Psychothérapie intégrative, comprendre, ressentir, agir, où on parle de ça, de comment les travailler, déjà de comment les débusquer, entre guillemets, et puis aller les travailler vraiment avec ton patient, même si tu n'as pas d'outils ou de techniques sous la main. Ça peut être chouette d'en avoir, mais ça peut très bien se faire si tu n'en as pas. Bien évidemment, tous ces axes ne sont pas à plaquer systématiquement avec ton patient, ils sont pas non plus exhaustifs, mais ce sont des portes d'entrée potentielles qui permettent d'élargir l'espace thérapeutique. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite liste non exhaustive. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast et ou à la chaîne YouTube, à liker, commenter, partager autour de toi. Et puis, n'hésite vraiment pas à laisser une note ou un avis sur la plateforme d'écoute où tu découvres ce podcast parce que ça m'aide énormément à faire connaître mon travail. Donc, ce serait avec grand plaisir de voir que ça peut faire ces petits ricochets là également.
Et puis dis-moi en commentaire si toi aussi tu accompagnes des patients qui sont aux prises avec les troubles du comportement alimentaire, ou si toi, de manière personnelle, tu as pu traverser ça ou tu es peut-être encore dedans. Et dis-moi ce que tu penses de cette vision des TCA, ce que ça t'évoque, ou éventuellement ce que tu aimerais qu'on aborde dans un prochain épisode ou dans une prochaine thématique, ça m'intéresse aussi. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouveau thème ou de nouvelles aventures. À bientôt.